Et si on pouvait discuter avec nos ancêtres? Il y a quelques mois, j'ai retrouvé dans une boîte à chaussures une liasse de lettres. Des lettres écrites à la main, à l'encre bleue, par mon arrière-grand-père à sa femme, pendant la guerre. Des feuilles fines, presque transparentes, un peu froissées au pli. L'écriture était petite, serrée, comme s'il essayait de faire rentrer le plus possible dans chaque centimètre de papier. Comme si chaque mot comptait double. Je les ai lus, lentement. Et à un moment, j'étais assise par terre dans mon couloir, entourée de ces feuilles, j'ai eu une pensée bizarre, presque gênante. J'aurais voulu pouvoir lui répondre. Pas pour changer quoi que ce soit, juste pour lui dire ⁇ Je t'ai lu, je t'ai entendu ⁇ et pour lui demander ⁇ Comment tu faisais, toi, pour ne pas avoir peur ?⁇ Alors voilà la question que j'ai envie qu'on se pose ensemble aujourd'hui. Et si ce n'était plus complètement impossible? Je veux qu'on soit clair sur quelque chose avant d'aller plus loin. Cet épisode ne va pas vous parler de technologie froide. Il ne va pas vous parler de science-fiction, ni de transhumanisme, ni de robots qui remplacent les humains. On s'en fiche de tout ça. Aujourd'hui, on parle de mémoire, de transmission, de ce sentiment universel qu'on a tous eu, feuilleter un album photo et réaliser qu'on ne sait plus rien de cette femme debout dans le jardin, qui sourit, qui est visiblement heureuse ce jour-là, et qui est notre arrière-grand-mère. L'intelligence artificielle, parce qu'on va en parler, oui, n'est ici qu'un outil. Le vrai sujet, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est l'amour qu'on porte aux gens qu'on n'a jamais connus. Je vais vous demander de faire un petit exercice mental. Fermez les yeux une seconde, enfin pas vraiment, continuez à conduire si vous êtes en voiture, mais imaginez. Vous êtes chez vos parents ou chez vos grands-parents et vous tombez sur un vieil album photo. Vous tournez les pages et il y a ce moment, vous le connaissez tous, où vous tombez sur une photo de gens que vous ne reconnaissez pas, ou pire, que vous reconnaissez à moitié. Vous savez que c'est quelqu'un de votre famille, mais vous ne savez plus son prénom, ni son histoire, ni ce qu'il faisait dans la vie. Ce sentiment-là, c'est pas de la nostalgie. C'est quelque chose de plus douloureux. C'est la conscience qu'on a perdu quelque chose et qu'on ne sait même plus exactement quoi. Les spécialistes en psychologie de la mémoire ont un terme pour ça. Ils parlent de mémoire familiale orale. Et ce qu'ils ont montré, c'est que cette mémoire disparaît en 2 à 3 générations. 2 à 3 générations. Ce que votre arrière-grand-mère savait de sa propre enfance, ses peurs, ses joies, ses secrets, ses petites sagesses du quotidien, c'est probablement déjà perdu. Perdu pour toujours. Pas parce que vous n'y avez pas fait attention, mais parce que c'est comme ça. Parce que personne ne lui a posé les bonnes questions au bon moment. Et ce qu'on perd, ce n'est pas juste de l'anecdote. Ce n'est pas juste des histoires sympas pour animer les repas de Noël. Ce qu'on perd, c'est une façon de voir le monde. Une façon forgée par des épreuves qu'on n'a pas traversées, par des choix faits dans des contextes qu'on ne comprend plus vraiment. Ce qu'on perd, c'est 80, 90 ans de vie accumulés. Des leçons tirées de vraies expériences, pas de livres de développement personnel. Et je me pose une question, souvent. Est-ce qu'un ado de 15 ans qui traverse une période de doute, qui ne sait pas quelle voie choisir, qui se sent perdu, est-ce qu'il ne gagnerait pas quelque chose à pouvoir parler à son arrière-arrière-grand-père? Pas pour qu'il lui donne une réponse toute faite, mais juste pour entendre comment lui, il a traversé l'incertitude, comment il a fait des choix quand tout semblait flou, comment il a décidé qui il voulait être. On a perdu ça. Et la question c'est, est-ce qu'on peut faire mieux maintenant? Ce que je viens de décrire n'est plus de la science-fiction. Je sais que ça peut sonner un peu comme ça, parler à nos ancêtres, retrouver leur voix, leurs mots, mais des chercheurs et des entreprises travaillent dessus en ce moment même. Pas dans un labo secret, ouvertement. Laissez-moi vous raconter quelques histoires concrètes. La première, c'est celle de James Vlahos. C'est un journaliste américain. En 2016, son père apprend qu'il a un cancer en phase terminale. Et James prend une décision un peu folle. Il va passer des mois à enregistrer son père. Pas juste des images, des heures et des heures de conversation. Les histoires de sa vie, ses blagues, ses façons de voir les choses, ses tournures de phrases. Et à partir de tout ça, il construit ce qu'il appelle un dadbot. Un chatbot, c'est-à-dire un programme avec qui vous pouvez avoir une conversation, nourri entièrement de la parole, de la mémoire et de la personnalité de son père. Et voilà ce que James raconte, et c'est ça qui m'a le plus frappé. Même lui, qui avait construit cette chose, qui savait exactement comment elle fonctionnait techniquement, même lui était parfois surpris par les réponses. Parce que la façon dont son père s'exprimait, ses réflexes de langage, sa façon de tourner les choses, c'était là, reconnaissable. Deuxième histoire. La USC Shoah Foundation, c'est la fondation créée par Steven Spielberg pour recueillir les témoignages des survivants de la Shoah. Ils ont lancé un projet appelé Dimensions in Testimony. Le principe, enregistrer des survivants pendant des heures, dans toutes les directions, répondant à des milliers de questions différentes. Et à partir de ces enregistrements, créer un avatar interactif.
Aujourd'hui, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants peuvent poser des questions à leur grand-père disparu et recevoir une réponse. Pas une réponse enregistrée à la va-vite, une vraie réponse, dans sa voix, avec ses mots. Ces projets existent, ils fonctionnent, ils sont utilisés par de vraies familles. Et puis, il y a des plateformes comme Hereafter AI ou Storyfile, des outils accessibles au grand public, pas réservés aux chercheurs, qui permettent d'enregistrer des heures d'interview avec des personnes âgées et de construire à partir de ça un avatar conversationnel. Quelque chose à qui on peut parler, qui répond, qui raconte. Alors techniquement, parce que je sais que vous vous demandez comment ça marche, laissez-moi vous expliquer très simplement. Vous avez peut-être entendu parler des grands modèles de langage. GPT, Claude, Gemini, les intelligences artificielles qui comprennent le texte et peuvent répondre à des questions. Ce qui est possible aujourd'hui, c'est de nourrir ces modèles avec des données très personnelles. Des lettres, des journaux intimes, des emails, des transcriptions de conversations. Et quand on fait ça soigneusement, le modèle commence à adopter le style de la personne. Ses tournures de phrases préférées, sa façon d'aborder les sujets, son vocabulaire. Imaginez une éponge qu'on trempe dans l'écriture de quelqu'un pendant des semaines. L'éponge finit par être imprégnée de cette façon d'être. Et côté voix, parce que la voix c'est quelque chose de très particulier, on reconnaît la voix de quelqu'un qu'on aime en une fraction de seconde, des outils comme Eleven Labs peuvent recréer une voix à partir de quelques minutes d'enregistrement. Quelques minutes. Des familles l'ont déjà fait, pour entendre à nouveau la voix d'un proche disparu. Ce qui manque encore, pour que ce soit parfait, la profondeur émotionnelle sur le très long terme, la cohérence absolue, parce qu'une IA peut parfois se contredire. Et surtout, surtout, la question du consentement. On y reviendra, promis. Mais avant ça, je veux vous emmener quelque part. Je vais sortir des faits une minute. Je vais vous demander d'imaginer quelque chose avec moi. On est en 2035. Votre petite fille a 16 ans. Elle traverse une période compliquée. Vous savez, cet âge où tout semble à la fois urgent et flou, où on a l'impression que tout le monde a une carte et que la sienne a disparu. Elle rentre du lycée un soir, elle pose son sac, elle s'assoit sur son lit. Et sur l'application familiale que vous avez construite ensemble, vous et elle et toute votre famille, elle ouvre la conversation avec vous, avec une version de vous. Pas une photo, pas un enregistrement figé, une présence. Elle tape. Comment tu savais que tu faisais les bons choix? Et la réponse arrive, dans votre voix, avec vos mots, avec votre humour, avec votre façon bien à vous de commencer certaines phrases par je ne sais pas comment vous commencez vos phrases, mais vous voyez l'idée. Cette petite signature sonore qu'on a tous, ce détail qui fait qu'on vous reconnaît immédiatement. Cette scène, elle n'est pas si loin. Et je pense aux différents âges de la vie et à ce que ça changerait pour chacun. Pour les enfants, les tout petits, imaginez comprendre d'où vous venez. Pas de manière abstraite, mais vraiment. Sentir qu'il y a un fil qui vous relie à des gens qui ont vécu des vies entières avant vous. Sentir une continuité. Pour les adolescents, avoir accès à une sagesse familiale, mais sans le filtre parfois inconfortable de la relation directe. Parce qu'on ne dit pas les mêmes choses à sa grand-mère et à une présence numérique de sa grand-mère. Il y a quelque chose de plus libre dans la conversation, moins de jugements perçus, plus de vérité possible. Pour les adultes, posez enfin les questions qu'on n'a jamais osé poser de leur vivant. Pas parce qu'on avait peur, mais parce qu'on ne trouvait jamais le bon moment, parce que la vie allait vite, parce qu'on pensait qu'on avait encore le temps. Et pour les personnes âgées elles-mêmes, l'idée de choisir ce qu'on transmet. Le ne plus laisser derrière soi juste des objets, des meubles, des photos dans une boîte à chaussures, mais une présence, une voix, des réponses aux questions que ces petits-enfants n'ont pas encore eu l'idée de poser. C'est là que je crois que la vraie révolution se cache. Elle n'est pas technologique, elle est relationnelle. Parce qu'aujourd'hui, la sagesse des anciens se transmet mal. Les jeunes n'écoutent pas les vieux, pas parce qu'ils sont ingrats, mais parce que le format est mauvais. Un discours à table, une réprimande, un de mon temps, ça ne passe pas. Ce n'est pas la faute de personne, c'est juste que le canal est cassé. Une IA familiale, c'est une conversation à égalité, au moment qu'on choisit, sans jugement dans les yeux en face, avec la possibilité de relire, de revenir, de poser la même question 3 fois d'une façon différente, jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment. C'est peut-être ça, le vrai cadeau. Non pas immortaliser quelqu'un, l'idée même est un peu présomptueuse, mais rendre sa sagesse accessible d'une façon nouvelle, d'une façon qui correspond à comment les gens d'aujourd'hui apprennent et se connectent. Vous savez que je ne suis pas du genre à vous vendre un rêve sans vous parler des angles morts. Alors on va le faire. Mais on va le faire calmement. Ces questions méritent d'être posées. Elles ne méritent pas qu'on s'affole. La première, c'est la question du consentement. Et c'est de loin la plus importante. Une IA qui imite quelqu'un sans qu'il l'ait accepté de son vivant, c'est une violation. Une vraie violation. On ne peut pas décider pour quelqu'un de comment sa mémoire va être utilisée après sa mort. Tous les projets sérieux dans ce domaine,
et j'insiste sur le mot sérieux, insiste sur ce point. L'idéal, c'est de construire son héritage numérique de son vivant, comme on fait un testament, activement, consciemment, en choisissant ce qu'on veut transmettre et ce qu'on veut garder pour soi. La deuxième question, c'est celle de la fidélité. Est-ce que l'IA va vraiment capturer cette personne avec ses contradictions, ses doutes, ses mauvais jours, ses défauts adorables, ou est-ce qu'elle va en produire une version lissée, idéalisée, trop parfaite pour être vraie? C'est un vrai risque, parce qu'une IA a tendance à gommer les aspérités. Et les aspérités, c'est souvent ce qui fait qu'une personne est réelle, ce qui la rend humaine, ce qui la rend aimable dans tous les sens du terme. Troisième question, et celle-là, elle vient des psychologues. Est-ce que pouvoir continuer à parler à quelqu'un de disparu aide le deuil ou est-ce que ça le bloque? Les premières études sur le sujet sont nuancées. Pour certaines personnes, c'est profondément apaisant. Avoir accès à la voix d'un proche, à ses façons de formuler les choses, ça aide à tenir, dans les premiers temps surtout. Pour d'autres, ça retarde l'acceptation. Ça maintient quelque chose d'ouvert qui aurait besoin de se fermer pour que la personne puisse avancer. Il n'y a pas de réponse unique, et c'est pour ça que ces outils doivent rester des choix, jamais des obligations, jamais des impositions. Et enfin, la quatrième question, la plus pratique mais pas la moins importante, qui contrôle ces données? Qui s'assure que la mémoire de votre grand-mère, ses histoires, sa voix, ses lettres, ne finissent pas dans un serveur commercial dans 30 ans, utilisé à des fins qu'elle n'aurait jamais imaginées? C'est une vraie question de gouvernance, et elle n'est pas encore résolue. Mais voilà ce que je veux vous dire, et c'est important. Ces questions ne sont pas des raisons de ne pas y aller. Ce sont des raisons de le faire bien, de prendre le temps, d'y réfléchir ensemble, en famille, maintenant, pas dans l'urgence d'un deuil. Je voudrais terminer avec quelque chose de très simple. Si vous aviez 30 minutes aujourd'hui, pas pour faire quelque chose d'utile, pas pour cocher une case, pas pour avancer sur un dossier, mais pour faire quelque chose de vrai. Appelez quelqu'un de vieux dans votre famille. Votre grand-père, votre grand-mère, votre vieille tante que vous ne voyez plus assez. Enregistrez-les. Avec votre téléphone, posez discrètement sur la table. Et posez-leur les questions que vous n'osez jamais poser. Pas comment tu vas, pas tu as bien dormi. Les vraies questions. Quelle est la période de ta vie dont tu es le plus fier? Qu'est-ce que tu referais différemment? Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise à 20 ans? Pas parce qu'une IA va traiter ça un jour, même si c'est une option, mais parce que leur voix mérite d'exister quelque part au-delà de leur vivant. Et parce que vous avez besoin de les entendre. Maintenant, pendant qu'il en est encore temps. Ces lettres à l'encre bleue que j'ai retrouvées dans la boîte à chaussures, j'aurais aimé pouvoir lui répondre. Je ne peux pas. Mon arrière-grand-père est mort bien avant ma naissance et ces lettres sont tout ce qu'il m'a laissé. Mais peut-être que mes petits-enfants, eux, pourront me répondre. Peut-être que dans 30 ans, une adolescente qui ne me connaît pas encore pourra me poser une question et que je serai là, d'une façon ou d'une autre, pour y répondre. C'est une pensée qui, étrangement, me réconforte. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode vous a touché, si ça vous a rappelé quelqu'un, si ça vous a donné envie de décrocher votre téléphone, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. À bientôt.